Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. Comment se porte votre parti politique, le MCD? Bon, le MCD, à l'image de toutes les formations politiques, se bat sur le terrain avec les moyens de bord qu'on connaît. Les difficultés d'organisation interne inhérentes à ce type d'exercice dans notre pays n'est pas aussi facile. On essaie de tenir le cap. Voilà. Depuis les élections législatives, on Oui, a plus ces vu. élections qui ont été un rendez-vous raté, tout le monde a misé que bon, ça aurait pu donner un résultat autre que ce qu'on a connu. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais nous sommes très résilients. Nous disons que perdre la guerre ne veut pas dire qu'on a perdu le combat. Une action ponctuelle, l'élection, c'est une action dans le temps. Mais le combat pour que le Togo s'émancipe, que le Togo puisse être compté parmi les nations démocratiques, c'est un combat pour la vie. Donc nous restons toujours droit dans nos convictions et rien ne peut les émousser. Ce combat-là, c'est un combat pour la vie parce que se battre pour sa nation, son pays, c'est presque un devoir de tout citoyen parce qu'on ne peut pas toujours rester en marge des grands sujets qui jalonnent notre pays. Nous vivons tous les jours avec nos compatriotes, nous voyons leurs difficultés, nous sentons qu'il y a besoin de proposer des choses pour que le Togo puisse avancer, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Je crois que ce combat doit pouvoir continuer. Monsieur le Président, vous êtes le président du MCD et vous êtes à la tête d'un cadre qui s'appelle cadre de concertation. Je veux parler du CPC. Oui. Vous êtes à la tête du CPC et quels sont les défis qui vous attendent? Non, le défi, c'est peut-être convoqué dans ce cadre-là, qui est unique et qui est d'ailleurs même salutaire. Quand on voit l'évolution, la trajectoire de notre pays, et qui est à la croisée des chemins, et quand on voit l'évolution institutionnelle de notre pays, il était nécessaire que ce cadre-là soit mis en place. Comme je l'ai dit une fois, s'il n'avait pas existé, il fallait l'inventer. Compte tenu de la configuration actuelle, il faut trouver un moyen pour créer le débat démocratique, puisque nous ne sommes pas nombreux à l'Assemblée nationale. Ils sont l'unir à la majorité écrasante à l'Assemblée, avec une timide représentation de l'opposition. Donc il faut trouver un cadre dans lequel créer ce qu'on appelle le débat démocratique sur des questions importantes. Donc à l'agenda du CPC, c'est d'abord trois pistes qui sont lancées par l'ancien cadre qui existait, la CNAP, devait être discutées au CPC, des questions qui ont été actées au CPC, mais dont la mise en œuvre nécessite un suivi de la part des acteurs politiques. Deuxième axe de discussion, c'est l'ensemble des questions qui n'avaient pas trouvé de compromis et qui sont restées en suspens dans le cadre de la CNAP, les remettre au bout du jour pour pouvoir voir si on peut évoluer et trouver des compromis par rapport à ces sujets-là. Et le troisième, la troisième piste de discussion, c'est des sujets nouveaux, puisque le Togo, c'est-à-dire la situation, la vie politique est dynamique, elle n'est pas statique. Donc au fur et à mesure que vous évoluez, il y a des sujets nouveaux qui peuvent se présenter. Et dans ce cadre-là, nous pourrons les convoquer et en discuter. Il peut s'agir des questions d'actualité, il peut s'agir des questions qui engagent la vie de la nation. Toutes ces questions-là peuvent être discutées au CPC. Donc voilà l'exercice auquel nous nous livrons au CPC. Donc voilà. Dans cette cadre, il y en a d'autres qui ont proposé, il y en a certains partis politiques qui ont proposé les questions de la vie chère. Que pensez-vous de cette vie chère, surtout on est presque à la fin de l'année? Ce n'est pas certains partis, c'est nous qui avons demandé au niveau du bureau du CPC de programmer ce débat-là avec le gouvernement par rapport à la vie chère. Ce n'est pas une affaire de certains partis, c'est le bureau du CPC qui a proposé ça à l'ensemble des acteurs politiques qui ont accepté. Et nous avons invité Madame la ministre du Commerce avec laquelle nous avons échangé.
Et à la fin des discussions, nous avons beaucoup de parties, nous avons proposé beaucoup de solutions. Par exemple, la réduction du prix du carburant, la revue des droits de péage sur les routes, et puis voir comment au niveau fiscal également, comment desserrer les taux fiscaux. Trop d'impôts tue l'impôt. Au moment où les Togolais se cherchent, nous avions sollicité que le gouvernement voit un certain nombre de choses qui concernent les impôts, également au niveau de la grille salariale, parce que la vie évolue, mais les salaires n'évoluent pas. Il faut qu'il y ait une adéquation entre le pouvoir d'achat et la courbe des prix, et puis que le gouvernement puisse faire le contrôle sur le marché, sur la fixation des prix. Il y a une direction au ministère du Commerce qui, en principe, doit pouvoir faire des descentes dans le commerce pour voir est-ce que les prix sont conformes à ce qu'ils devraient être, parce qu'il ne faut pas laisser libre cours à la spéculation au moment où les Togolais se cherchent. Il y va également de la question de la qualité des produits qu'on nous met sur le marché, parce qu'on doit avoir l'institut de contrôle, surtout des produits qui rentrent dans la consommation courante, des produits manufacturés. Il ne faut pas que des produits avariés ou qui peuvent causer des problèmes au niveau de la population en termes de santé publique puissent être déversés sans contrôle. Donc voilà des questions sur lesquelles nous avons beaucoup insisté, beaucoup de propositions avaient été faites et le gouvernement s'était engagé à travers son ministre du Commerce de remonter l'ensemble de ces propositions-là au gouvernement dans son ensemble pour voir quelles sont les mesures sur lesquelles ils vont agir. Et nous osons croire qu'ils le feront. Et jusqu'à ce jour, quel est le résultat de toutes ces propositions? Ça fait déjà un bon moment. Oui, ben, écoute, nous, on a déjà fait l'effort de diagnostiquer un certain nombre de problèmes qui se posent et on a formulé des propositions. Ce n'est que des propositions, mais nous, on ne gouverne pas. Donc nous osons croire que le gouvernement prendra la mesure de ces préoccupations pour nous proposer des solutions. Peut-être que ça traîne à venir, mais que ça viendra. Il y a certains aussi qui ont proposé la libération des détenus politiques. Et voilà, tout récemment, il y a un responsable, je veux parler de M. Clément, qui est le secrétaire général du gouvernement, qui a fait une sortie sur une télé de l'extérieur. Et qu'est-ce que ces sorties vous ont... Oui, la question de nos compatriotes qui sont en prison nous préoccupe. Toute la population est concernée par cette question et qui pose deux types de problèmes. Le premier problème, c'est la qualification de ce qu'ils sont. Est-ce que c'est des détenus politiques? Est-ce que c'est des personnes arrêtées dans le cadre du droit commun? Voilà autant de questions qui se posent. Donc, considérons que pour la plupart des leaders d'opposition, que c'est des détenus politiques, puisqu'ils sont arrêtés à l'occasion des événements politiques. Pour le gouvernement, il s'agit des détenus de droit commun. C'est qu'entre les deux positions, il faut qu'on puisse trouver une qualification de leur statut pour pouvoir avancer et nous y travaillons énormément. D'ailleurs, même cette question fait déjà l'objet d'un des points qui sera débattu lors des prochaines séances du CPC. Mais il faut trouver le juste milieu qui met tout le monde d'accord sur cette qualification. La deuxième chose sur laquelle je vais insister énormément, quelle que soit la qualification qu'on donne, qu'ils soient des détenus de droit commun ou qu'ils soient des détenus politiques, mais on est dans un pays qui a un code de procédure pénale, qui a un droit pénal qui est là. Le droit pénal, il s'applique à tout le monde, quelle qu'en soit la qualification des faits pour lesquels la personne a été interpellée. Nous ne pouvons pas comprendre qu'à ce jour, ils font plus de 5 ans de détention dans les prisons et qu'ils n'ont jamais été interrogés et qu'on n'a jamais programmé leur audition, leur jugement. Donc le problème pour nous n'est pas qu'ils puissent contrôler la qualification, mais le parquet doit pouvoir trouver comment engager une action judiciaire pour pouvoir situer chacun de ces détenus, les écouter pour déterminer est-ce que c'est vraiment des gens qui peuvent être condamnés pour les faits pour lesquels ils sont reprochés, parce qu'il peut y avoir effectivement des gens qui ont posé des actes qui
qui sont répréhensibles. Il peut également y avoir des gens qui ont été pris comme ça à la volée pendant, ils se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit, ils sont emportés. Donc, il n'y a que le procès qui pourra déterminer chacun d'eux. La troisième piste, c'est celle de la solution. La solution, c'est que le droit également est très clair là-dessus. Le président de la République peut exercer deux types de droits, la grâce présidentielle ou l'amnistie. Donc, c'est déjà contenu dans les recommandations de la CNAP, qui a dit que pour tous ceux qui ont été arrêtés dans cette histoire-là, le chef de l'État pourra exercer son droit de grâce ou l'amnistie qui lui appartiennent. Mais c'est que la difficulté, pour qu'il puisse exercer l'un ou l'autre de ses droits, il faut au préalable que des gens aient été jugés et qu'ils soient situés sur leur sort. C'est ce qui s'est passé avec les anciens détenus. À la suite de cette recommandation de la CNAP, on a vu s'élargir certains de nos compatriotes qui étaient déjà condamnés. On les a libérés. Et maintenant, pour cette deuxième vague de nos compatriotes qui croupissent dans les prisons, il faut que le tribunal commence déjà par travailler sur ce sujet-là pour situer chacun sur ses responsabilités et qu'à la fin, nous puissions solliciter que le chef de l'État exerce son droit de grâce ou d'amnistie tel que prévu par nos dispositions légales. Voilà à tous les niveaux comment ça peut se faire. Donc, voilà les trois pistes sur lesquelles nous travaillons. Donc, c'est programmé déjà. On avait déjà même mis ça comme un point de l'ordre du jour avant que le calendrier des élections ne vienne bousculer les sujets à aborder. Nous osons croire qu'on trouvera toujours un jour le temps d'aborder cette question avec le gouvernement. Monsieur, que répondez-vous de cette proposition du cas qui parle de la cogestion du pays? Oui, je crois que dans des pays où la démocratie est en construction, où nous avons tous les problèmes à tous les niveaux, où il y a trop d'incompréhension, je crois que le gouvernement gagnerait à s'ouvrir à la classe politique de l'opposition dans une démarche telle que la cogestion, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement sur la base de l'étiquette politique que des gens soient promus. On doit pouvoir détecter des talents, des qualités de personnes qui pourraient occuper certains postes sans tenir compte de leur coloration politique. Il faut également que certains sujets d'intérêt national puissent être pilotés par l'ensemble de nos concitoyens capables de les mettre en œuvre sans trop tenir compte de la couleur politique. Donc voilà, c'est une démarche que la situation actuelle de notre pays, on ne peut pas échapper à cela. Donc il faut évoluer vers ce genre de compromis qui fera avancer le pays sans trop tenir compte de quelle est votre étiquette politique. Parce que c'est ça d'abord, le pays, il s'agit du pays. Le pays, on doit pouvoir le défendre à tous les niveaux. Par exemple, aujourd'hui, la question qui se pose dans le nord du pays, avec les questions d'insécurité, c'est des questions qui nous interpellent tous. Ce n'est pas une affaire de politique, ce n'est pas une affaire de coloration politique. La question de sécurité est une question nationale et elle nous préoccupe tous. Donc, on doit pouvoir faire des démarches, écouter également le son de cloche des partis politiques. Qu'est-ce que nous avons à proposer pour que le pays puisse avancer? Donc, ce n'est pas une affaire de RPT ou encore de UNIR ou de ANC, de l'UFC ou de cela. C'est une question qui regarde toute la classe politique. Quel message avez-vous pour terminer notre entretien d'interview? Mon message, c'est que la classe politique que nous constituons, nous devons évoluer avec un sens aigu du patriotisme et de la citoyenneté. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui notre pays stagne, nous avons toujours évolué en tenant compte beaucoup plus des sentiments de frustration sur lesquels que nous subissons tous les jours. Mais nous devons transcender cela, regarder le pays, dire que nous devons le défendre à tout prix. Quels que soient nos bords politiques, quels que soient nos ressentiments, nos récriminations aujourd'hui, on n'a que ce Togo-là en partage, et que l'ensemble, la classe politique de l'opposition comme le gouvernement, nous devons trouver des pistes pour pouvoir nous mettre en unisson sur des questions essentielles qui engagent la vie de la nation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.